Depuis, l'utilisation des armes à feu par la police a connu une inflation importante. Que la police ait besoin de se défendre, vous ne trouverez personne pour le contester. Mais encore, il faut que ce soit encadré. On est dans un pays qui se veut un état de droit. Les forces de l'ordre ne peuvent pas se comporter comme des cow-boys qui tirent plus vite que leur ombre. Il y a un véritable problème avec l'institution policière à mon sens. Quand vous apprenez qu'en France, on accepte de recruter des policiers qui n'ont obtenu que 7 de moyenne au concours de police, qu'on a supprimé l'épreuve de gestion du stress, c'est grave. Vous mettez des gens dans la rue avec une arme sans même vous assurer qu'ils peuvent se maîtriser et qu'ils ne perdront pas leurs moyens dans des situations en plein shot d'adrénaline. Cette mutinerie a montré en Mondiovision les impuissances de la Russie et de son président, qui se voyait jusque-là comme la quintessence de la force et de la puissance. Cette séquence tombe hyper mal pour les Russes. L'armée russe semblait résister beaucoup mieux à la contre-offensive ukrainienne. Le président ukrainien Zelensky a dû lui-même l'avouer, les Occidentaux aussi. Des soldats russes qui exhibent fièrement leurs trophées. Les Français, voilà vos chars. Embourbé, ce blindé léger a été donné par la France aux Ukrainiens. Il y a encore la notice d'utilisation de la mitraillette, en français. Le fameux léopard des Boches. Sur cette autre vidéo, un char de fabrication allemande et 2 blindés américains. Voilà vos engins de mauviette. Ils ne sont pas si effrayants. On les a butés, on les bute et on les butera. Ces vidéos passent en boucle en Russie pour donner l'image d'une armée russe victorieuse. La victoire sera à nous. Devant les caméras, à l'hôpital, ce soldat russe amputé d'un bras se voit même attribuer une prime pour avoir détruit un char léopard. 1 million de roubles, 11 000 euros. Aïe, c'est votre GSW. Aujourd'hui, normalement, je n'aurais dû vous faire une vidéo que sur la Russie et sur Evgeny Prigojine qui a tenté donc de mordre la main de Vladimir Poutine, celui qu'il nourrissait jusqu'à présent. Vu qu'il y a une actualité chaude en France, le décès d'un jeune homme tué par la police pour un refus d'obtempérer, ça va être donc les 2 sujets que je vais traiter dans la vidéo du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude. Vos avis sont attendus soit dans les commentaires, soit en DM sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter ou Facebook. Je vous mettrai donc mes différents réseaux à l'écran. N'hésitez pas à venir me suivre. Je publie pas mal d'informations tout au long de la semaine, des décryptages de l'actualité. Donc si ça vous intéresse, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Partagez le contenu autour de vous. Je vais commencer par l'actualité chaude donc du petit Naël et ensuite je finirai par la Russie. Ça va être une vidéo assez dense donc on va pas prendre plus de temps. On va y aller donc dès à présent. La France connaît des émeutes violentes depuis le milieu de la semaine, suite à la mort de ce jeune dont je vous parlais, Naël, mineur de 17 ans, qui conduisait sans permis. Je vous mets d'ailleurs la vidéo de l'altercation. Tendez bien l'oreille, c'est très important ce que les policiers lui disent. Et dans la vidéo, on entend ces policiers dire « je vais te tirer une balle dans la tête », braquant son arme sur la vitre de la voiture à l'arrêt, avant que son collègue ne crie « shoot-le ». Le gardien de la paix met sa menace à exécution,
tuant à bout portant un adolescent de 17 ans. La scène se déroule donc ce 27 juin à Nanterre. Les agents ont plaidé la légitime défense, arguant que le véhicule fonçait sur eux, ce que dément la vidéo qui est apparue après sur les réseaux sociaux. L'auteur du coup de feu mortel a été placé en garde à vue. Ce drame a provoqué des émeutes dans toute la France depuis 2-3 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Ce fait divers est malheureusement le dernier d'une longue liste de décès causés par la police après un refus d'obtempérer. Les faits divers liés à ces tirs mortels ont régulièrement fait la une de l'actualité. Je pense par exemple aux 2 hommes qui ont été abattus en avril 2022 sur le Pont Neuf à Paris, ou encore à cette jeune passagère qui est morte 2 mois plus tard, touchée en pleine tête, après le refus d'obtempérer du conducteur dans le 18e arrondissement, toujours à Paris. En 2022, on dénombre 13 personnes qui ont été tuées par la police lors de contrôles routiers. C'est 6 fois plus que l'année précédente. Et à savoir que depuis 2020, on dénombre une 40aine de personnes mortes après des tirs policiers. Pourquoi meurt-on en France pour refus d'obtempérer? À savoir que refus d'obtempérer veut tout simplement dire que la police vous a intimé l'ordre de vous arrêter et que vous ne l'avez pas fait. Tant qu'il n'y a pas un risque sur la vie des policiers, il n'est pas forcément nécessaire de tirer sur eux. On ne meurt pas parce qu'on a refusé de s'arrêter. Vous pouvez peut-être me dire que c'est angélique de penser ainsi, que les situations sont complexes, mais il est indispensable que ce pays qu'est la France trouve un moyen autre que ça finisse en mort d'homme, de trouver un moyen de pouvoir atteindre ses objectifs sans qu'il n'y ait pour cela du sang qui ne soit versé par les autorités policières. Et si on dénombre autant d'actes de policiers qui font usage de leurs armes, ça remonte à une réforme qu'a voulu Bernard Cazeneuve en 2015, lorsqu'il était ministre socialiste de l'Intérieur. Après les attentats qu'a connus la France, cette réforme venait assouplir le cas d'utilisation réglementaire des armes à feu par les forces de l'ordre. Depuis, l'utilisation des armes à feu par la police a connu une inflation importante. Que la police ait besoin de se défendre, vous ne trouverez personne pour le contester. Mais encore, il faut que ce soit encadré. On est dans un pays qui se veut un état de droit. Les forces de l'ordre ne peuvent pas se comporter comme des cow-boys qui tirent plus vite que leur ombre. Il y a un véritable problème avec l'institution policière à mon sens. Quand vous apprenez qu'en France, on accepte de recruter des policiers qui n'ont obtenu que 7 de moyenne au concours de police, qu'on a supprimé l'épreuve de gestion du stress, c'est grave. Vous mettez des gens dans la rue avec une arme sans même vous assurer qu'ils peuvent se maîtriser et qu'ils ne perdront pas leurs moyens dans des situations en plein shot d'adrénaline. À partir de là, ne nous étonnons pas de voir des policiers en manifestation qui se comportent comme des racailles, qui lancent à des manifestants « ramasse tes couilles, connard », je vous mets d'ailleurs la vidéo. Ou encore qui ont des propos racistes. Vous abattez un enfant de 17 ans froidement. Et la France et les policiers. Même un policier qui m'a demandé où je suis né, je lui ai dit je suis né à Châtillon-sur-Seine et il m'a répondu mais toi t'es un con d'arabe, un con de maghrébin, ça n'existe pas ça. Nous l'appellerons Sadi parce qu'il est encore mineur. Ce jeune collégien de 15 ans, d'origine maghrébine, ainsi que ses amis, presque tous issus de la diversité, ont été interpellés par la police le 26 mai dernier à Vitry-sur-Seine en Île-de-France. Tous ignorent les faits qui leur sont alors reprochés. Yacine il dit non mais c'est vrai on n'a vraiment rien fait, on sort juste ensemble entre amis, on sort juste ensemble. Et après le monsieur il a dit ah donc vous êtes gay, vous êtes pédé. Yacine lui ont dit pourquoi t'as des chaussettes de différentes couleurs. Il a dit c'est pour le style. Et le monsieur lui a répondu non, c'est juste pour faire gangster. De toute façon, vous les Africains, on vous reconnaît à votre dégaine. Il a dit regarde ce négro, regarde ces 2 négros, leur style vestimentaire. C'est la première fois que Sadi et ses amis ont affaire à la police. Suspectés d'être impliqués dans une affaire de vol de bijoux. Des femmes qui sont allées dans des commissariats porter plainte pour violence conjugale, qui se sont vues refuser leur dépôt de plainte, et on apprendra plus tard que le policier lui-même était un mari violent.
Tout ça n'honore pas cette institution et aggrave le fossé qu'il y a entre la police et les citoyens. Citoyens qui, dès qu'ils doivent avoir affaire à la police, n'est pas serein, alors qu'ils auraient dû normalement être en confiance. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand les affaires de mensonges de policiers sur procès-verbaux ou des affaires de policiers ripoux sont légion? Les politiques qui auraient dû ramener de l'ordre dans cette institution préfèrent fermer les yeux, cajoler les forces de l'ordre parce qu'ils comptent sur eux pour réprimer en cas de manifestation. Comment pouvez-vous concevoir que pendant les manifestations des Gilets jaunes où des dizaines de gens descendus dans la rue pacifiquement se sont fait éborgner ou ont perdu un membre ou des testicules sans qu'il n'y ait aucune conséquence pour les auteurs de ces actes? La France donne très souvent des leçons sur le maintien de l'ordre à des pays africains, mais pendant ces événements, on a pu se rendre compte qu'ici, les procédures étaient limite ubuesques. Plus récemment, pendant les manifestations contre la réforme des retraites, le préfet de police de Paris et même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont venus nier les violences policières flagrantes, arguant qu'il n'y avait absolument aucune violence, que les violences policières n'existent pas. Non, mais elle n'est pas le symbole des violences policières. Ce simple terme laisse à entendre toujours qu'on a une police violente de manière systémique. Donc vous n'acceptez pas ce terme alors? Parce qu'effectivement, le ministre de l'Intérieur dit qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais il a raison de dire qu'il n'y a pas de violence policière systémique. Il faut arrêter. Imaginez que la police serait par essence raciste et violente, ça ne correspond à rien. Oui, mais on dit qu'il y a des violences conjugales. Ça ne veut pas dire que tous les conjoints sont violents. Certes, mais donc, ceux qui emploient ce terme... De ne pas vouloir dire violence policière... Cécile Olivier, ne soyons pas quand même naïfs. Mais est-ce qu'il y a un déni de ne pas vouloir prononcer le mot? Non, mais arrêtons d'être naïfs. Quand on parle de violence conjugale, on vise des faits précis. Quand on parle de violence policière aussi, ceux qui emploient ces termes-là le font à dessein pour laisser penser que ça se fait de manière systémique. Ça, c'est clair, c'est net, c'est un vocabulaire qui correspond, qu'on entend beaucoup dans la bouche de politiques. Quand la directrice de l'inspection générale des services est interrogée sur le faible nombre de dossiers pour lesquels elle a demandé des sanctions, elle ne sait vous répondre que par un sourire narquois. On se dit que le problème est profond et personne ne veut ou ne peut le solutionner. Combien de policiers ont été sanctionnés administrativement suite à vos enquêtes? Donc pour l'instant, on a deux dossiers de proposition de sanctions. Vous avez proposé que 2 sanctions sur les enquêtes administratives. Sur toutes les violences qu'on a pu voir depuis un peu plus d'un an. Sur les 378 enquêtes menées sur le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait pas beaucoup. Ça fait 2. Solutionner. Évidemment que non. C'est se laisser aller, ce manque de rigueur qui mène aux événements qu'on a pu vivre cette semaine. Le ministre de l'Intérieur ne doit pas être le défenseur zélé et aveugle des forces de l'ordre. Il doit être juste et impartial et tirer cette institution au plus haut, plutôt que de leur passer continuellement de la pommade. En agissant ainsi, ils ne font qu'aggraver le problème de la police et de son inefficacité. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово справедливость, и мы вернем ее. Samedi 24 juin, ce chef de milice a annoncé se rebeller contre les autorités russes et a envoyé ses hommes marcher sur Moscou et à la surprise générale a fini par faire demi-tour. Pourquoi Prigojine a-t-il voulu mordre la main de son maître Vladimir Poutine? La situation est extrêmement confuse, on va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. J'ai pas voulu sortir de vidéo au lendemain de l'événement, j'ai préféré attendre que la poussière retombe. Samedi 24 juin, comme je vous le disais en intro, on s'est réveillé avec des nouvelles improbables. Evgeny Prigojine, patron de la société de sécurité privée Wagner, a posté sur sa chaîne Telegram des posts incendiants, comme à l'accoutumée le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et le chef d'état-major, Valery Gerasimov, mais aussi, et surtout, il s'est attaqué au président russe Vladimir Poutine, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Prigojine était hors de lui parce qu'un de ses camps d'entraînement avait été visé par le FSB, c'est l'ancêtre du KGB, c'est les services de sécurité de la Fédération de Russie, faisant une centaine de morts. Cette frappe du FSB sur les installations de Wagner constitue un dernier avertissement. À savoir que les autorités russes ont décidé de réorganiser leur dispositif militaire. Jusque-là, il y avait l'armée russe et tout autour une myriade de groupes de sécurité privés. Ce dispositif permettait d'épargner les effectifs de l'armée. Des dizaines de milliers de soldats de l'armée russe morts, ça allait être politiquement difficile à assumer et en plus de coûter cher en versement de pensions
aux familles des disparus. Les mercenaires étaient envoyés au front comme de la chair à canon, et comme ils ont été recrutés dans des prisons et des hôpitaux psychiatriques, personne ne viendrait les pleurer. Le ministère de la Défense a annoncé que toutes ces milices devaient dorénavant signer un contrat avec le ministère de la Défense, et qu'ils seront dorénavant sous son autorité directe. Recruter dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques relèverait dorénavant de sa seule prérogative, à savoir qu'au début de la guerre, en Ukraine, des vidéos ont montré Evgeny Prigojine dans des prisons russes en train de recruter des repris de justice. Je représente un groupe paramilitaire. Vous avez sûrement entendu parler de Wagner. La guerre est difficile. Ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan ou la Tchétchénie. Une campagne de recrutement façon Evgeny Prigojine, ici au centre, c'est un ton ferme et sans détour. Le contrat est clair, 6 mois de guerre en Ukraine et vous êtes libre. Les règles sont très strictes. Le premier péché est la désertion. Personne ne peut être fait prisonnier, personne ne recule, personne ne se rend. Lorsque vous serez formé, on vous dira comment vous comporter. On vous parlera de 2 grenades que vous devrez avoir avec vous si vous vous faites prendre. Et pour les déserteurs, c'est le peloton d'exécution qui les attend. Pas d'alcool ni de drogue, pas de pillage dans les zones de combat et aucun contact sexuel avec la population locale. Ces images vont à l'encontre de tout discours officiel. Evgeny Prigojine, milliardaire et proche de Vladimir Poutine, a toujours démenti tout lien avec Wagner. Face à ses prisonniers, il affirme que ses premières recrues remontent au 1er juin, déployées dans la région de Donetsk. Leur promettant la liberté après 6 mois au front. Le ministère de la Défense leur laissait jusqu'au 1er juillet pour se conformer à la loi. Donc, vous comprenez que le temps commençait à courir pour Evgeny Prigojine, et c'est d'ailleurs pour ça que samedi dernier, il a eu son pétage de câble. Prigojine, qui passait son temps à injurier publiquement le ministre de la Défense Shoigu et le chef d'état-major Gerasimov, ne se voyait pas être leur vassal, encore moins perdre le contrôle de Wagner, ou encore de voir donc son groupe totalement dissous dans l'armée russe. Le voyant traîner les pieds, les autorités russes ont ordonné donc cette frappe sur son camp. C'est la vidéo qui a déclenché l'insurrection qui a fait vaciller Vladimir Poutine. 20h42 hier, à l'arrière du front en Ukraine, un camp de la milice Wagner bombardé, des corps jonchent le sol. Les coupables, ce ne seraient pas les Ukrainiens, mais l'armée russe. C'est ce qu'affirme le chef des mercenaires Evgeny Prigojine, alors il promet de se venger. Ceux qui ont frappé nos vies aujourd'hui, ainsi que des dizaines de milliers de vies russes, seront punis. Que personne ne se mette en travers de notre route. Nous restaurerons la justice pour les troupes et la justice pour toute la Russie. Et ça a été donc l'élément déclencheur des événements qu'on a pu vivre la semaine dernière. Comme un animal blessé qui voit qu'on approche de l'abattoir, il a joué son va-tout et a annoncé qu'il se mettait en route pour marcher sur Moscou. Evgeny Prigojine est un personnage très peu recommandable. Il a fait de la prison et se comporte comme un membre de la pègre, que ce soit dans son apparence ou dans son phrasé. Il a toujours saisi les opportunités de se faire de l'argent, et quelquefois de manière illégale. À sa sortie de prison, il s'est lancé dans la restauration. D'abord en vendant des hot dogs, puis en créant un restaurant qui a eu de la hype, où tout le Saint-Pétersbourg bourgeois se donnait rendez-vous. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré Vladimir Poutine au début des années 2000, et donc il a sauté sur l'occasion et il est resté dans son sillage. Il a décroché des contrats juteux avec l'État russe pour la fourniture de rations militaires et pour les cantines de Saint-Pétersbourg, la ville dont est originaire Vladimir Poutine. C'est là-bas qu'il a commencé à la mairie de Saint-Pétersbourg au début des années 90. Dans son entourage, il y a énormément de gens, d'oligarques qui sont issus de cette ville, dont Evgeny Prigojine. Il a toujours eu du flair pour sauter sur les occasions. Il n'était pas un intime de Poutine, mais assez proche pour être suspecté de verser une partie des fonds issus des contrats qu'il a décrochés avec l'État. En plus de ses activités dans la restauration, il avait des sociétés dans de la propagande, les dessins animés ou les blockbusters qui magnifient la Russie et qui ont été contre l'influence française en Afrique, qu'on a pu voir au Mali ou en Centrafrique, ont été faites par ces sociétés. C'est le rat Emmanuel, il est votre ami. Il est venu pour vous aider. Vous ne pouvez rien faire sans lui.
eu besoin de renfort, mon ami. Dans le stade omnisport de Bangui, des centaines de Centrafricains sont réunis devant Granit. Un préquel de Touristes, le premier film de propagande des mercenaires de la société Wagner, projeté dans la capitale centrafricaine en mai 2021. Tourné en Centrafrique, ce nouveau volet raconte pourtant les combats des mercenaires au nord du Mozambique contre les insurgés islamistes en 2019. Une histoire tirée de faits réels, mais qui glorifie leur intervention. Alors les gars, au boulot. Les Américains l'ont accusé d'avoir été à la manœuvre pour favoriser l'élection de Donald Trump en 2016. L'autre mamelle de son empire a été de vendre de la sécurité à des dictateurs qui ont eu des problèmes de guerre ou de rébellion à régler. C'est comme cela, par exemple, qu'il s'est implanté en République centrafricaine, en Libye, au Soudan ou encore en Syrie. Et bon an, mal an, il a constitué un empire important et stratégique pour la Russie. Grâce à Wagner, les Russes interviennent sur ces terrains, mais sans compromettre l'État russe. Et ça permet à l'État russe de prendre de la distance et de dire « ce n'est pas nous, on n'a rien à y voir, c'est un groupe privé, voyez ça avec eux ». Jusque-là, ça permettait donc à Poutine d'atteindre des objectifs tout en n'ayant pas à les assumer politiquement ou diplomatiquement. Et donc ce samedi matin, Evgeny Prigojine s'est dit qu'il y avait une opportunité à saisir, et c'est dans cet état d'esprit qu'il était en annonçant qu'avec ses hommes, il allait marcher sur Moscou. Ils ont envahi la ville de Rostov-sur-le-Don. C'est une ville stratégique par excellence, car étant le siège du QG de l'opération en Ukraine, il y a 4 aérodromes militaires dans cette ville, et c'est de là que part toute la logistique pour l'armée russe qui sont sur le front en Ukraine. Rostov, c'est une ville de plus d'1 million d'habitants, et le fait de la prendre sans même qu'il n'y ait le tir d'un seul coup de feu a été la première surprise d'une longue liste de dingueries qui s'est déroulée dans cette journée de samedi 24 juin. Après les incursions ukrainiennes à Belgorod, l'état-major russe avait annoncé renforcer la sécurité aux frontières et déployer le FSB, mais aussi la garde nationale. À savoir que la garde nationale en Russie est dirigée par l'ancien garde du corps de Poutine. Ils sont suréquipés et constituent la garde prétorienne du régime. Elle ne répond que de Poutine, et donc ces deux organes de sécurité, FSB et garde nationale, ont été incapables de s'opposer à l'entrée de Prigojine et de ses hommes sur le territoire russe. Et il n'y avait donc absolument aucun checkpoint, aucun dispositif militaire pour les stopper. Et ça a été le cas quasiment pendant 500 km. Et n'eût été la décision de Prigojine de faire demi-tour, ils auraient pu aller jusqu'à Moscou. Je reviens sur la nécessité pour Prigojine de prendre Rostov. Il a entendu que le chef d'état-major Gerasimov et le ministre de la Défense étaient à Rostov, et il a envahi cette ville pour pouvoir donc se saisir d'eux. Mais pourquoi faire ? Je dois avouer qu'on est à une semaine de l'événement, j'ai toujours pas la réponse à cette question, tellement c'est fouillis. On ne sait pas quel était son but, c'était quoi son projet. Voulait-il uniquement se venger de ses frappes sur son camp d'entraînement ? Souhaitait-il mettre la pression sur Poutine ? Voulait-il qu'il ait, lui et son groupe, un traitement différent des autres groupes militaires ? À ce jour, on ne sait absolument pas. Et donc, pendant cette chevauchée qu'il a faite sur Moscou, l'état-major a envoyé des hélicoptères en reconnaissance que Wagner a détruits sans qu'il n'y ait aucune autre conséquence. Les autorités russes, fébriles, n'ont su que créer des tranchées, mais d'ailleurs même des tranchées minuscules sur des autoroutes pour les freiner. C'est pas ces tranchées-là qui auraient pu empêcher les tanks de Wagner de continuer leur route. En parallèle de ces tranchées, on a vu Moscou se barricader. Les forces de sécurité ont commencé à sécuriser les lieux stratégiques que sont donc le Kremlin, le Parlement, la Douma et tous les autres endroits stratégiques de la ville de Moscou. Vladimir Poutine a fait une déclaration martiale samedi matin, annonçant que les Wagner voulaient provoquer une guerre civile, que leur chef était un traître et qu'il leur conseille de se désolidariser de lui.
Dans le langage de Poutine, traître, c'est la pire des infamies. Sa phrase fétiche, c'est « les ennemis, on les combat, les traîtres, on les élimine ». Après ce message du président russe, on a vu des gradés, qu'on disait proches de Prigojine, prendre leur distance et l'appeler à abandonner son plan de déstabilisation. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Fédération. À 200 km de Moscou, comme je vous le disais en fin de journée de samedi, Prigojine a annoncé qu'il faisait demi-tour et a fait savoir que le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait joué des bons offices, avait donc fait une médiation entre lui et Poutine et qu'il avait donc de ce fait trouvé un accord et que ces hommes donc regagnaient leur caserne. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, viendra lui aussi remercier Loukachenko et annoncer qu'ils ont préféré négocier que de faire couler du sang russe. Et c'est lui, d'ailleurs, qui nous annoncera que Prigojine devra aller en exil à Minsk, la capitale biélorusse. Personnellement, je pense que Poutine et Prigojine ont préféré négocier. Ils n'étaient pas sûrs de sortir de ce duel vainqueur. Les hommes de Wagner sont vus par la troupe comme des frères d'armes. Il n'est pas certain qu'ils auraient accepté de se tirer les uns sur les autres. En début de semaine, lundi, Evgeny Prigojine a pris la parole dans une note vocale de 11 minutes où il a donné le sentiment de vouloir un peu calmer le jeu. Il n'a pas réussi à s'empêcher d'envoyer des pics aux services de sécurité russes, se foutant de leur gueule sur l'incapacité qu'ils ont eue à traver sa marche sur Moscou. Et il a continué à égratigner ses ennemis préférés, Sergei Shoigu et Valery Gerasimov. Yevgeny Prigojine réapparaît, enfin seulement le son de sa voix. Un message audio qui ne permet pas de dire où se trouve ce soir le chef de la milice Wagner. Il explique les raisons de sa spectaculaire équipée rebelle vers Moscou samedi. L'objectif de la révolte était de sauver notre groupe Wagner et non pas de renverser le pouvoir russe. Le chef des mercenaires raconte que ces hommes refusaient d'être intégrés à l'armée russe, ce qu'exigeait le Kremlin. Prigojine commente aussi sa chevauchée avortée vers Moscou sans être arrêté par l'armée russe. Il pointe du doigt les défaillances des autorités. Je veux vraiment faire remarquer que notre marche a illustré les énormes problèmes de sécurité dans ce pays. Un nouvel uppercut contre Vladimir Poutine. Poutine, lui, prendra aussi la parole pour bien montrer qu'il reprenait la main et qu'il est dans l'action et qu'il est toujours le protecteur de la mère patrie. En bon père de la nation, il s'est montré magnanime, reconnaissant les actes de bravoure que Wagner avait pu poser pendant la guerre en Ukraine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il les amnistie et leur donne 3 options. À savoir que les hommes de Wagner peuvent incorporer l'armée, pour ceux qui veulent. Ils peuvent également rentrer chez eux sans qu'il ne leur arrive rien, ou encore rejoindre Prigojine en exil en Biélorussie. Le lendemain, mardi, Poutine a reçu des gradés au Kremlin pour à nouveau montrer qu'il était toujours aux manettes et en équilibriste. Il a fait la différence entre les hommes de Wagner et leur commandement. À la surprise générale, il a annoncé Urbi et Orbi que l'État russe avait payé les services de Wagner à hauteur de 1 milliard d'euros, et ça pour la période de mai 2022 à mai 2023. 3 jours. Le patron de la milice Wagner serait déjà en Biélorussie. C'est en tout cas ce qu'affirme le président biélorusse, qui a accepté de l'accueillir. Oui, en effet, il est en Biélorussie aujourd'hui. Comme je l'aurais promis, si vous voulez vous installer ici, on vous aidera, mais naturellement, à vos frais. Alexandre Loukachenko prétend que c'est grâce à lui si Prigojine a eu la vie sauve. Hier soir, Vladimir Poutine a demandé solennellement aux combattants de Wagner
de choisir entre 3 options. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer à servir la Russie en signant un contrat avec le ministère de la Défense ou avec d'autres services de sécurité. Ou alors, vous pouvez rejoindre vos familles et vos proches. Ceux qui le veulent peuvent partir en Biélorussie. La promesse que j'ai faite va être tenue. En Russie, les poursuites contre Prigojine ont été abandonnées, annonce aujourd'hui le FSB. Et comme pour clore le débat, Vladimir Poutine a affirmé publiquement aujourd'hui devant des militaires que c'est bien lui qui avait financé la guerre de Wagner en Ukraine. L'État russe aurait versé 1 milliard d'euros pour les 12 mois écoulés. Cette mutinerie a montré en Mondiovision les impuissances de la Russie et de son président, qui se voyait jusque-là comme la quintessence de la force et de la puissance. Cette séquence tombe hyper mal pour les Russes. L'armée russe semblait résister beaucoup mieux à la contre-offensive ukrainienne. Le président ukrainien Zelensky a dû lui-même l'avouer, les Occidentaux aussi. Des soldats russes qui exhibent fièrement leurs trophées. Les Français, voilà vos chars. Embourbé, ce blindé léger a été donné par la France aux Ukrainiens. Il y a encore la notice d'utilisation de la mitraillette, en français. Le fameux léopard des Boches. Sur cette autre vidéo, un char de fabrication allemande et 2 blindés américains. Voilà vos engins de mauviette. Ils ne sont pas si effrayants. On les a butés, on les bute et on les butera. Ces vidéos passent en boucle en Russie pour donner l'image d'une armée russe victorieuse. La victoire sera à nous. Devant les caméras, à l'hôpital, ce soldat russe amputé d'un bras se voit même attribuer une prime pour avoir détruit un char Léopard. 1 million de roubles, 11 000 euros. L'armée russe a même annoncé le barème officiel. 5 500 euros pour l'interception d'un missile, 11 000 euros pour un char, 33 000 pour un avion ou un hélicoptère. Des sommes faramineuses pour la Russie, mais pour Vladimir Poutine, détruire les chars occidentaux est un enjeu national. Il y a des léopards, des blindés sur roues français, des blindés américains, tout cela. Ça brûle sans vous faire rire. Au total, les pertes connues des Ukrainiens s'élèveraient à 155 engins depuis le début du mois. Ce serait plus que les pertes russes. Depuis samedi, les doutes sur la puissance de la Russie sont dans quasiment tous les esprits. On dirait qu'en vieillissant, Vladimir Poutine n'a plus le même punch que jadis. Depuis le 22 février 2022, date de l'invasion de l'Ukraine, j'ai l'impression qu'il enchaîne les bévues. Jusque-là, Poutine était plutôt quelqu'un de subtil, de stratégique et d'astucieux. Depuis 1 an et demi, on va de mal en pis. Il voulait repousser l'OTAN de ses frontières, l'OTAN est ragaillardie, et mieux, elle a augmenté le nombre de kilomètres de frontières entre la Russie et les pays membres de l'OTAN, avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Autre erreur incroyable que Poutine a faite, laisser Prigojine prendre la conscience, avoir une présence médiatique importante, le laisser critiquer ouvertement tout le commandement militaire, sans que personne ne mette le holà. Depuis des mois, Prigojine cultive son image de rebelle. Il se filme auprès des blessés, sur le champ de tir, et provoque la hiérarchie militaire, les traitant d'incapables, hier encore, dans cette vidéo de propagande. Quel est le but de cette guerre ? La guerre était nécessaire à l'autopromotion d'une bande de salauds, pour montrer à quel point leur armée est forte, pour que Shoigu soit nommé maréchal. Dans ses provocations, Yevgeny Prigojine a toujours évité de mettre en cause Vladimir Poutine. Et le président russe ne l'a jamais affronté publiquement. Au contraire, il l'a beaucoup laissé faire. Poutine a voulu prendre de la hauteur, les laisser se battre entre eux comme des chiffonniers. Le seul problème, c'est que ça a donné une piètre image de la Russie et ça a mené à la situation qu'on a vécue samedi dernier. Prigojine s'est vu tellement puissant qu'il s'est dit que mordre la main qui le nourrissait était possible et qu'il y avait donc un coup à faire. Il avait des soutiens dans l'appareil de sécurité et il espérait que ces soutiens le rejoignent et fassent basculer la balance de son côté. Les services d'intelligence américains et français disent qu'ils savaient qu'un coup était en préparation depuis quasiment une semaine. Oui, effectivement, le renseignement était parfaitement au courant puisque des membres du Congrès et la Maison-Blanche avaient été informés mercredi dernier d'une potentielle action d'Evgeny Prigojine. Ce que les renseignements américains ne savaient pas, c'est à quelle date cette attaque pourrait avoir lieu.
Pourquoi alors les Américains sont-ils aussi bien informés? Eh bien parce que Washington surveille depuis des mois la tension grandissante qui existe entre d'un côté le patron du groupe Wagner et de l'autre le ministre de la Défense russe. Selon les services secrets ici, le point de rupture aurait pu être la décision du Kremlin de vouloir réintégrer au sein de l'armée russe les mercenaires de Wagner d'ici le 1er juillet. Dans tous les cas, vous le voyez bien, les Américains n'ont pas partagé leurs informations et c'est volontaire car personne ici à Washington ne veut être accusé par la Russie d'être derrière cette tentative de coup d'État. Poutine, lui, aurait eu l'information vendredi et ça aurait suffi pour lui laisser le temps de missionner le FSB qui allait arrêter les soutiens de Prigojine. Je vais d'ailleurs vous mettre la vidéo du général Sorovikin, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui a été, juste avant Gerasimov, celui qui était responsable de la guerre en Ukraine. C'est lui en tout cas qui la dirigeait. Et il était reconnu pour être très proche de Prigojine, et donc il a été arrêté par le FSB, et cette vidéo aurait été tournée dans les cachots du FSB. Avec lui, il y avait d'autres gradés qui étaient proches de Prigojine. Les Russes auraient également arrêté leur famille pour bien montrer qu'ils n'étaient pas en train de jouer ou de s'amuser. Et donc Prigojine, voyant que les gens qui devaient l'aider ont été neutralisés ou retournés, il ne pouvait pas aller au casse-pipe. C'est pour cela qu'il a annoncé qu'il faisait demi-tour. Lui qui voulait sauver Wagner, il aura donc le résultat inverse. Un peu comme Poutine qui voulait repousser l'OTAN, a fini par les rapprocher de plus en plus des frontières russes. Le ministère de la Défense russe a annoncé récupérer les armes lourdes et les tanks détenus par Wagner. Mais le destin de sa milice semble scellé. L'armée dit se préparer à récupérer les chars de Wagner. En d'autres termes, elle veut son désarmement. L'État russe ne compte plus sur eux sur la guerre en Ukraine. Le marché des cantines et des rations militaires que Prigojine gérait lui ont été retirés. Par contre, concernant ses affaires de sécurité privée qu'il avait en Afrique et qui servent l'influence russe sur le continent, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a annoncé lundi qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a assuré lundi que le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique. Il a affirmé que la rébellion avortée de cette organisation en Russie ce week-end n'affectera pas la relation entre Moscou et ses alliés, parmi lesquels le Mali, la Centrafrique, mais aussi le Soudan, le Mozambique et la Libye. Dans les conditions où elles se sont retrouvées face aux bandits, Bangui et Bamako se sont tournés vers la société militaire privée Wagner en lui demandant d'assurer la sécurité de leurs autorités. Outre les relations avec cette société militaire privée, les gouvernements de la République centrafricaine et du Mali ont des contacts officiels avec nos dirigeants. À leur demande, plusieurs centaines de militaires travaillent en République centrafricaine en tant qu'instructeurs. Ce travail se poursuivra. Pas certain que des chefs d'État africains avec qui ils travaillent soient totalement rassurés. Cette mutinerie a été très suivie à Bamako, à Bangui ou à Khartoum. Dans ces pays, le partenaire russe était vu comme un partenaire fort et solide. Après ces événements, ils ont dû se demander avec quel type de partenaire bizarre ils étaient en affaires. Quant aux Occidentaux, dire qu'ils sont heureux de la situation est une litote. Eux aussi voyaient la Russie comme une puissance qui appartenait à leur cercle des puissants. Ils marchaient sur des œufs dans leur soutien à l'Ukraine. Après les événements du week-end dernier, ils ne se poseront plus beaucoup de questions parce que les Russes ne peuvent rien leur faire, ou presque. Ils avaient peur des attaques de missiles sur leur capitale. Quand on voit de quoi est capable les services de sécurité ou l'armée russe, ils se disent qu'ils n'ont absolument presque rien à perdre. Donc de ce postulat, attendez-vous à entendre qu'on livrera donc des avions de chasse à l'Ukraine. Et tous ceux que Zelensky et l'Ukraine demanderont, soyez assurés qu'ils l'obtiendront. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et ou à l'OTAN risque de connaître un coup de fouet dans les mois, voire dans les années à venir. Quant aux Chinois et aux Indiens, eux aussi sont très inquiets de voir leurs partenaires si fébriles et si faibles. Ils ont très vite fait des communiqués pour soutenir Poutine, mais ils n'en pensent pas moins. Prigojine a quand même fait des centaines de kilomètres sans rencontrer d'adversité. Vous imaginez ça en Chine ou en Inde? Avoir un partenaire si faible va devenir problématique pour eux. D'autant plus que ces leaders se veulent être eux aussi
la quintessence de la force et de la puissance. Traiter avec quelqu'un comme Poutine, ça va être moins facile à assumer. En tout cas, après les événements de ce samedi 24 juin, il va y avoir plusieurs scénarios. En numéro 1, j'ai l'intime conviction que Prigojine se fera tuer très bientôt. Je ne vois pas comment Poutine peut le laisser en vie. S'il n'y a pas de conséquences lorsque son autorité est bafouée comme elle l'a été, ça donnera des idées à d'autres. Ce qui s'est passé le week-end dernier peut être un poison lent de ce fait. In fine, Poutine peut tomber. Je ne vous dis pas que ça peut se faire demain, mais de cet événement de samedi dernier, il peut y avoir dans les mois, voire dans les années à venir, des événements qui étaient jusque-là impossibles, voire le jour. Personnellement, je pense que comme Recep Tayyip Erdogan en Turquie, après la tentative du coup d'État de 2016, Poutine va radicaliser et purger son système. Attendez-vous à des assassinats, des emprisonnements et des mesures dures sur la population russe. Ce sera le moyen de reprendre la main sur toute l'infrastructure et sur toute la structure administrative russe et surtout d'éliminer ceux dont on n'est pas sûr de la loyauté. C'est SW au montage. J'interviens parce que je ne pensais pas que cette purge arriverait aussi vite. On a appris hier au journal de 20h de France 2 que des hauts gradés et le vice-ministre de la Défense étaient tenus au secret. En tout cas, ils sont interrogés. Je vous mets un petit extrait. Un général proche d'Evgeny Prigojine a disparu. Sergueï Sourovikine aurait été arrêté. Selon les renseignements américains, il connaissait le projet de mutinerie de Wagner. Luc Lacroix, notre correspondant. C'est la dernière image que l'on a du général Sourovikine. Vendredi soir, peu après le début du coup de force des combattants de Wagner, il apparaît pour lancer un appel à l'arrêt de la rébellion. Arrêtez les colonnes. Retournez dans les bases permanentes. Une prise de position publique, comme pour prendre ses distances avec le chef de la milice Wagner. Car depuis des mois, Sourovikine est présenté comme le général préféré de Yevgeny Prigojine. Sourovikine s'est battu tous les jours pour qu'on nous donne suffisamment de chars, de munitions, d'artillerie, d'avions et tout le reste. Sourovikine paye-t-il aujourd'hui cette proximité? Ou alors sa rivalité avec le ministre de la Défense? Ce journaliste a parlé à sa famille. Sourovikine serait interrogé depuis plusieurs jours. Il n'est pas arrêté, mais il est interrogé par les services spéciaux sur son rôle de cette révolte militaire, parce que tout de même, c'est dans ses responsabilités, ces territoires était sous sa responsabilité. Selon lui, le bras droit de Sourovikine aurait dû démissionner. Du côté du ministre de la Défense, aucun commentaire. Mais pas de nouvelles non plus de deux hommes, le vice-ministre de la Défense et un haut général, que l'on voit ici avec Prigojine, en plein milieu du coup de force, sans que l'on sache vraiment s'ils étaient otages ou complices. Est-ce que ça suffira pour régler les problèmes systémiques de la Russie? J'en doute. À croire que les 20 dernières années où Poutine a voulu moderniser son pays donnaient l'impression d'être un président puissant, tout a été mis à nu en seulement un an, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La capacité de contrôle de l'État russe a, je pense, été fantasmée, spectacularisée par le décorum, mais en réalité, c'est une coquille vide. Tout n'est que corruption, incurie, impréparation et faiblesse. Les mois, voire les années à venir ne vont pas être de tout repos pour la Russie et les Russes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces événements, comment vous les avez vécus. Pensez-vous que ces événements auront une incidence sur la guerre en Ukraine, sur les présidents africains qui ont traité avec la Russie? Je pense principalement à Assimi Goïta qui a chassé la France, qui est en train de chasser l'ONU pour pouvoir traiter avec la Russie. Si les Russes ne sont plus des partenaires efficaces, comment va-t-il faire face aux terroristes? Son siège peut même être un siège éjectable de ce fait, parce que plus les difficultés vont s'amonceler, moins il va être évident pour lui de pouvoir justifier son leadership. Pareil pour Faustin Archange Touadéra, qui espérait sur la mainmise russe en Centrafrique pour repousser les rebelles de l'ancien président Bozizé, et il comptait sur les capacités d'ingérence et surtout de manipulation de l'opinion russe pour pouvoir faire un troisième mandat. Si toutes les cartes là ne sont pas rebattues, c'est tout comme.
Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Si ce contenu vous a plu, partagez-le autour de vous. Likez la vidéo. Je vous attends sur mes réseaux sociaux, SW Decrypt, et je vous dis donc à la prochaine pour un prochain contenu. C'était votre gars SW, peace out.